Faut-il taxer davantage les plus riches en France ? C'est le sujet de débat ces derniers jours qui anime les partis politiques suite à la proposition portée par l'économiste Gabriel Zucman. Mais alors qu'est-ce qui est proposé exactement et qu'est-ce qui fait débat ? Salut, c'est Blanche, j'espère que vous allez bien, je remplace Hugo aujourd'hui, c'est le sujet à la une de ces actus du jour. Si cette question elle fait tant parler aujourd'hui, c'est parce que le gouvernement a toujours pour ambition de trouver plusieurs dizaines de milliards d'euros d'économies pour 2026. L'objectif, diminuer le déficit public de la France. Le déficit, c'est lorsque les dépenses dépasse les recettes. Et c'est justement ce déficit qui entraîne une augmentation de la dette. Ce jeudi, l'INSEE a d'ailleurs annoncé les derniers chiffres du montant de la dette. Fin juin, elle atteignait 115,6% du PIB, donc 115,6% de l'ensemble des richesses produites en un an, contre 113,9% à fin mars et 112,1% au deuxième trimestre 2024. La dette dépasse aujourd'hui les 3400 milliards d'euros. Et le débat sur le budget, il est assez intense, ça ne vous aura pas échappé, puisque François Bayrou a dû démissionner après le rejet de son plan par l'Assemblée nationale il y a quelques jours. Dans les pistes du gouvernement de François Bayrou, il y avait des coupes budgétaires, notamment via la diminution du budget des collectivités locales. Près de 7,1 milliards d'euros d'économies étaient aussi réalisés avec une année blanche en 2026, c'est-à-dire une année où les prestations sociales, comme les pensions de retraite ou l'allocation chômage par exemple, étaient maintenues au niveau de 2025 sans augmentation, même en cas de hausse générale des prix. Autrement dit, potentiellement une baisse de pouvoir d'achat pour de nombreuses personnes. L'un des gros points de tension sur le budget, c'est que de nombreux Français, et notamment les syndicats, estiment que les plans du gouvernement ne mettent pas assez à contribution les personnes les plus aisées pour réduire la dette du pays. Et ça fait maintenant plusieurs mois qu'une solution est évoquée et énormément mise en avant par la gauche, celle de la taxe Zucman, du nom de l'économiste Gabriel Zucman. Cette taxe, qui est soutenue par 7 prix Nobel d'économie, propose de réaliser, selon ses auteurs, 20 milliards d'euros d'économies à l'État en instaurant une taxe de 2% par an sur les patrimoines qui dépassent 100 millions d'euros. Ça représenterait environ 1800 foyers fiscaux en France, soit moins de 0,01% des contribuables. On est vraiment sur une infime minorité de la population. Concrètement, cette taxe obligerait ces personnes fortunées à payer au moins 2% de la valeur totale de leur patrimoine en impôts chaque année. Le patrimoine, c'est notamment l'ensemble des biens qu'une personne possède. Ça peut être des logements, l'argent sur un compte et même, on y revient dans un instant, des actifs immatériels comme des parts dans une entreprise. Ces différents biens, il faut savoir qu'ils sont déjà taxés par l'État par différents impôts, mais de façon trop faible, selon les économistes qui défendent cette taxe. Et donc avec le projet de Gabriel Zucman, si le total de ces différents impôts est inférieur à 2%, alors la taxe Zucman s'appliquerait pour combler la différence. Selon les recherches des promoteurs de la taxe Zucman, elle permettrait de corriger, je cite, une injustice fiscale qui est que les foyers très fortunés paient proportionnellement moins d'impôts que le reste de la population à cause de l'optimisation fiscale. Et on ne rentrera pas dans les détails ici, mais c'est lié à tout un tas de mécanismes, notamment d'optimisation via des sociétés dans la détention d'actifs. Ça, c'est le principe général de la taxe Zucman. On verra comment on réagit ceux qui s'y opposent, mais il y a ensuite des cas précis qui ont amené des débats. Certaines personnes, comme Arthur Mensch, le cofondateur de l'IA française Mistral, affirment qu'il ne pourrait pas payer cette taxe. En effet, si un fondateur d'une très grosse entreprise, une très grosse start-up par exemple, est riche, ça peut être du fait de son salaire, mais le plus souvent, quand on parle de dizaines ou de centaines de millions d'euros, c'est surtout du fait des parts qu'il détient d'une entreprise. Si on schématise, quelqu'un qui a 10% d'un réseau social qui vaut 1 milliard d'euros, il a potentiellement 100 millions d'euros, mais ces 100 millions d'euros, il les aura si et seulement si la boîte est revendue à 1 milliard d'euros. Et encore, la question de la valorisation de ces sociétés est un autre élément qui fait débat. Pour résumer, même si la valeur estimée du patrimoine représente une somme très importante, leurs possesseurs n'ont pas forcément ce montant disponible en cash pour payer une taxe annuelle sur la valeur totale de leur patrimoine. C'est ce qui pousse certains à estimer que la taxe Zucman doit s'appliquer si nécessaire en prenant des participations dans l'entreprise en question, autrement dit, en récupérant une fraction des parts de l'entreprise, pas 2%, mais une fraction en fonction de ce qui serait nécessaire. L'économiste Gabriel Zucman estime que cette situation précise ne concerne que quelques dizaines de personnes en France et pas le cas de la majorité des plus fortunés où ce mécanisme de prise de part d'une entreprise ne serait pas nécessaire. On a évoqué l'objectif et les arguments des économistes qui sont favorables, mais du côté de l'opposition, Amélie de Montchalin, la ministre démissionnaire chargée des comptes publics, estime que la taxe Zucman est notamment, je cite, confiscatoire et inefficace. Bernard Arnault, qui est l'homme le plus riche de France, a déclaré que Gabriel Zucman souhaitait, je cite, mettre à terre l'économie française. Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, plusieurs d'entre eux, comme les économistes Philippe Aghion et Xavier Jaravel, estiment que ce nouvel impôt pousserait les concernés vers de nouvelles stratégies d'optimisation, ce qui ferait que la taxe Zucman ne réussirait qu'à économiser 5 milliards d'euros contre les 20 milliards affichés. En tout cas, dans une interview accordée aux Parisiens publiée ce samedi, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui est du camp présidentiel, s'est dite favorable à une mise à contribution des plus fortunés tout en refusant la taxe Zucman. Un autre argument des opposants à la taxe Zucman, c'est le risque d'exil fiscal, en gros la crainte que les plus fortunés quittent la France pour échapper à cette nouvelle imposition. À noter que cet argument a été relativisé
révisé par une étude récente du Conseil d'analyse économique rattaché au gouvernement qui montre que l'effet réel de l'exil fiscal serait limité. J'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus. Mais alors, que pourrait décider Sébastien Lecornu ? Comme alternative, le Premier ministre pourrait se diriger vers le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune, qu'on appelle ISF. C'était un impôt qui était payé par les personnes ou couples qui avaient un patrimoine supérieur à 1,3 million d'euros et qui taxait la totalité de leur fortune. Mais cet impôt, qui rapportait environ 5 milliards d'euros à l'État chaque année, a été supprimé par Emmanuel Macron quand il est devenu président en 2017. L'ISF a depuis été remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière, qui ne taxe donc que les biens immobiliers et qui a rapporté environ 2,2 milliards d'euros à l'État en 2024. En tout cas, il existe bien sûr de nombreuses autres possibilités et le Premier ministre Sébastien Lecornu devrait présenter ses propositions sur le budget d'ici la fin de semaine, selon des sources proches du ministre. La question n'est pas de savoir si Bernard Arnault va payer, la question est de savoir comment, a déclaré un proche de Sébastien Lecornu à BFM TV. Bref, sujet économique complexe mais très intéressant. On a essayé de vous résumer dans les grandes lignes le débat ici, mais on vous met des liens en description pour mieux comprendre. Je vous laisse avec Elisara pour les actualités en bref. Merci Blanche et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré être ouvert à quitter ses fonctions une fois la guerre avec la Russie terminée, dans une interview donnée ce jeudi aux médias américains Axios. Le chef d'État s'est même dit prêt à organiser de nouvelles élections présidentielles si un cessez-le-feu de plusieurs mois était mis en place. Volodymyr Zelensky a été élu en 2019 avec environ 73% des voix, mais son mandat de président s'est terminé il y a un peu plus d'un an, le 20 mai 2024. Et s'il n'y a pas eu de nouvelles élections, c'est à cause de la loi martiale, qui est appliquée en Ukraine depuis l'invasion russe massive du pays en 2022. Cette loi, instaurée en cas d'urgence pour maintenir l'ordre dans un pays en crise, empêche notamment la tenue d'élections. Depuis le 12 septembre, les négociations pour mettre fin au conflit entre les deux pays sont en pause, selon la Russie. Aucune date pour une prochaine session de pourparlers n'a été fixée pour le moment. Deuxième actu, une nouvelle alerte au drone a été déclenchée dans la nuit de jeudi à vendredi au Danemark, un pays appartenant à l'Union européenne et à l'OTAN, cette alliance politico-militaire de pays occidentaux menée par les États-Unis. C'est la troisième alerte au drone dans le pays en l'espace d'une semaine. Alors les autorités locales n'ont pas formellement pu identifier des drones ni connaître leur origine, mais la première ministre danoise, Mette Frederiksen, a dénoncé des attaques hybrides et déclaré ceci: il existe principalement un pays qui représente une menace pour la sécurité de l'Europe, à savoir la Russie. De son côté, la Russie dément être impliquée dans ces survols. Depuis plusieurs jours, des incursions de drones ou d'avions militaires, parfois identifiés comme russes, ont eu lieu dans l'espace aérien de plusieurs pays d'Europe de l'Est, comme la Pologne, la Roumanie, l'Estonie ou la Norvège. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, avait réagi à ces incursions, les qualifiant de provocation et ajoutant qu'à mesure que les menaces s'intensifieront, notre pression s'intensifiera également. Troisième actu, la Corée du Nord serait à la phase finale de la création d'un missile permettant d'envoyer des ogives nucléaires jusqu'aux États-Unis. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi le président sud-coréen Lee Jae-myung depuis New York. Alors une ogive, c'est en fait la partie supérieure, c'est la tête du missile, et c'est cette ogive qui contient la charge nucléaire, donc la charge destructrice. Selon le président, la Corée du Nord serait actuellement capable de créer 15 à 20 bombes nucléaires supplémentaires chaque année. Ce jeudi, les services de renseignement sud-coréens avaient également rapporté qu'ils estimaient que la Corée du Nord disposait de 2000 kg d'uranium enrichi, indispensable à la création de l'arme nucléaire, une quantité suffisante pour créer, je cite, un nombre énorme de bombes. À noter que c'est pas la première fois que la Corée du Nord est accusée, notamment par la Corée du Sud, de développer significativement son programme nucléaire militaire. De son côté, le dirigeant Kim Jong-un a déclaré à plusieurs reprises refuser de dénucléariser la Corée du Nord et il avait affirmé en octobre 2024 qu'il utiliserait l'arme nucléaire sans hésiter en cas d'attaque d'un ennemi, notamment la Corée du Sud ou les États-Unis. Quatrième actu, 2,5 milliards de dollars, c'est le montant qu'a accepté de payer l'entreprise américaine Amazon pour clore une procédure judiciaire. En fait, Amazon était accusé d'avoir trompé des dizaines de millions de consommateurs pour les abonner à Amazon Prime, un service qui permet d'avoir une livraison plus rapide ou d'avoir accès à la plateforme de streaming Prime Video. Selon l'autorité américaine de protection des consommateurs, la FTC, Amazon a créé une interface d'achat qualifiée de manipulatrice, car quand les clients commandaient quelque chose sur Amazon, ils s'abonnaient en plus à Amazon Prime pour 139 $ par an. Amazon aurait notamment rendu difficile l'accès aux boutons qui permettent de refuser l'abonnement et aurait créé un système d'annulation de l'abonnement délibérément complexe. 1,5 milliard de dollars seront utilisés pour indemniser les clients concernés et le milliard restant sera versé au trésor américain. Cinquième actu, les émissions de parfums d'intérieur comme les bougies, les encens, les sprays ou les diffuseurs peuvent nuire à la santé selon une étude réalisée par 60 millions de consommateurs. L'association demande d'ailleurs à ce que ces produits soient davantage régulés. Selon des tests effectués sur 20 produits et dont les résultats ont été publiés ce jeudi, les encens sont les plus néfastes. Ils émettent entre 42 et 102 microgrammes par mètre cube de formaldéhyde, une substance chimique inflammable classée comme cancérogène, soit, je cite, bien au-delà des recommandations de l'ANSES. Les diffuseurs passifs à bâtonnet qui nécessitent pas de combustion seraient les moins dangereux parmi les produits testés. Le lien vers le détail de l'étude sera en description si vous voulez en savoir plus. Et enfin, on termine avec cette actu qui concerne
concerne les collégiens et les lycéens, on connaît les dates du brevet et du bac 2026. Alors pour le brevet, les épreuves auront lieu les 26, 29 et 30 juin. Les sessions de remplacement, pour ceux qui n'ont pas pu se rendre aux épreuves normales, ce sera les 10 et 11 septembre. Ensuite, pour les épreuves anticipées en première, l'écrit de français sera le 11 juin, les mathématiques le 12 juin et l'oral de français à partir du 22 juin. Pour les terminales, le bac général commencera le 15 juin avec l'épreuve de philo, les spécialités les 16, 17 et 18 juin et le grand oral entre le 22 juin et le 1er juillet. Pour le bac pro, les écrits auront lieu du 20 mai au 1er juin et l'épreuve orale de projet à partir du 24 juin et les résultats pour toutes les séries du bac, ce sera le 7 juillet. Merci Elisara, merci à vous de continuer à suivre ce format. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et je vous dis à plus tard.